Imaginez ceci. Vous rentrez chez vous et voyez vos 3 valises soigneusement posées sur le porche, avec un mot disant « Pars ». Nous ne sommes plus une famille. Que feriez-vous dans cette situation? C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, et j'ai choisi de partir. Je croyais sincèrement que personne ne me défendrait jamais. Mais alors, juste un mois plus tard, pour son 75e anniversaire, mon grand-père a donné à mes parents et à ma sœur une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Alors, qu'a-t-il fait? Restez avec moi. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Je m'appelle Andrew. J'ai 28 ans et je suis actuellement chef des ventes dans une concession automobile bien connue à Chicago. Je viens de traverser un tournant important dans ma vie, le décès de mon grand-père, James. Il est décédé il y a un peu plus d'un mois et je viens de recevoir son testament. Il m'a laissé $500 000, comme il l'avait promis il y a 3 ans, le jour où il a donné à mes parents et à ma sœur une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Maintenant, assis devant sa tombe, les souvenirs de ce qui s'est passé il y a plus de 3 ans me reviennent en pleine figure comme un tsunami. Les images, les sons et les émotions de ces jours reviennent tous avec une clarté saisissante. Je peux encore voir la colère sur le visage de mon père, le regard stupéfait dans les yeux de ma mère et, surtout, l'expression ferme sur le visage de mon grand-père lorsqu'il a prononcé les mots qui allaient changer nos vies. L'histoire que je vais raconter n'est pas seulement une histoire d'argent ou d'héritage. C'est une histoire de trahison, de loyauté et de la façon dont un homme de 75 ans a donné à sa famille une leçon de justice qu'elle n'oubliera jamais. Mon histoire de vie a pris un virage brutal il y a 3 ans, en 2022. À l'époque, j'avais 25 ans, je travaillais depuis 3 ans dans la concession automobile où je travaille toujours et je vivais chez mes parents pour économiser sur le loyer. Avec moi, ma sœur Harper, qui avait alors 27 ans, vivait également dans la maison à 2 étages de nos parents à Lincoln Park. Chaque mois, nous payions à nos parents $1000 pour les frais de subsistance. Ils ont toujours souligné qu'il s'agissait d'équité, toute personne vivant dans la maison devait contribuer. Mais je connaissais un secret. Chaque fois que nous leur remettions l'argent, ils redonnaient secrètement sa part à Harper. Elle était leur enfant chéri. La première fois que j'ai découvert cela, c'était par accident. J'ai vu papa donner $1000 à Harper dans le garage. Après cela, j'ai commencé à être plus attentif. À 2 autres occasions, je les ai surpris en train de faire la même chose. Parfois, la jalousie brûlait silencieusement en moi. Je n'en pouvais plus de ce favoritisme. Un soir, pendant le dîner, sans Harper, j'ai finalement trouvé le courage de l'affronter. Au moment où maman posait le rôti sur la table, j'ai demandé « Pourquoi Harper récupère-t-elle ses $1000 ?» Mais pas moi. Papa a posé sa fourchette et m'a regardé avec des yeux froids. Il a dit fermement « Ma maison, mon argent. Je le donne à qui je veux. » Sa réponse m'a complètement laissé sans voix. Légalement, il avait raison. Il avait tout à fait le droit de faire cela. Sentant la tension à table, maman s'est interposée avec un ton plus doux. Elle a dit « Harper a quelques difficultés financières, alors nous l'aidons un peu », mais je savais qu'elle mentait. Le favoritisme a commencé quand nous étions enfants et n'a jamais cessé. Harper a toujours eu les meilleurs jouets, ses études universitaires ont été payées, et maintenant, elle se fait même payer ses frais de subsistance. Après ce dîner inconfortable, j'ai décidé de ne plus jamais en parler. Honnêtement, même si c'était injuste, je me sentais toujours chanceux financièrement. Vivre avec ma famille m'avait permis d'économiser pas mal d'argent. Si j'avais loué mon appartement à Chicago, j'aurais payé au moins $2000 par mois en loyer et en facture, alors je suis resté silencieux et j'ai continué à vivre là pendant encore 3 ans. Grâce à un revenu stable et à de faibles dépenses, j'ai économisé plus de $100 000. Avec ces économies et une récente promotion au poste de chef d'équipe des ventes, j'ai commencé à planifier l'achat de mon appartement lorsque j'ai eu 27 ans. Mais tous ces beaux projets d'avenir se sont effondrés un après-midi de mai 2022. Ce lundi, début mai, je venais de terminer un service stressant, en concluant 3 ventes de voitures, et je suis rentré chez moi vers 18 h. Alors que je me garais dans le garage et que je sortais de la voiture, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mes 3 valises noires familières étaient soigneusement alignées sur le porche. Une vague d'effroi m'a envahi alors que je me précipitais vers la maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque j'ai aperçu une feuille de papier blanche scotchée sur la plus grosse valise. Il y avait écrit « Pars. Nous ne sommes plus une famille. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai reconnu cette écriture instantanément.
C'était celle de mon père. Mes yeux se sont tournés vers la porte d'entrée, et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. L'ancienne serrure avait disparu, remplacée par une nouvelle serrure argentée brillante. Pour en être sûr, j'ai sorti mes clés de ma poche et j'ai essayé de les utiliser. Comme je le soupçonnais, la clé ne correspondait pas. En regardant cette nouvelle serrure, la vérité m'a frappé comme un coup de poing. Ils avaient planifié cela avec soin, délibérément. Le but était simple, me virer de la maison où je suis né et où j'ai grandi. Et puis une tempête de questions a explosé dans mon esprit d'un coup. Pourquoi ferait-il ça? Que ai-je fait de mal? J'ai payé ma part des factures tous les mois. Je n'ai jamais causé de problème. Alors, comment pouvait-il faire quelque chose d'aussi cruel? Il m'a fallu près d'une minute entière avant de pouvoir me calmer. Ensuite, j'ai décidé de les appeler. Je devais connaître la vérité. J'ai essayé maman d'abord, en espérant qu'elle me donnerait une explication. Le téléphone a sonné et sonné. Pas de réponse. Ensuite, j'ai appelé papa. Après près de 10 longues sonneries, il a finalement décroché. Sa voix était froide. « Pourquoi m'appelles-tu? » Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai demandé, « Est-ce que toi et maman m'avez mis à la porte de la maison ?» Sans même prendre le temps de réfléchir, il a répondu fermement, « Oui. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. » Ces mots ont coupé comme un couteau. Je pouvais à peine respirer. Ma voix tremblait quand j'ai demandé pourquoi. Que ai-je fait? Il n'a pas adouci son ton. Il n'a rien édulcoré. Il a dit, tu as de l'argent mais tu as refusé d'aider ta sœur. C'est pourquoi. Et sur ce, il a raccroché. J'ai immédiatement essayé de rappeler, mais mon numéro était déjà bloqué. Seul dehors devant la maison, avec rien d'autre que mes 3 valises, j'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris ce que signifiait être sans abri, pas seulement au sens physique, mais aussi émotionnellement. La froideur dans la voix de mon père pendant cet appel téléphonique m'a rappelé ce qui s'était passé exactement une semaine plus tôt, le moment qui a tout déclenché. Ce soir-là, après le dîner, alors que nous étions tous encore assis autour de la table, Harper s'est soudainement tourné vers moi avec un sourire éclatant et a dit, « Je vais ouvrir un café en centre-ville. Peux-tu me prêter 30 000 $? Sans hésitation, j'ai répondu, « Je n'ai pas ce genre d'argent. » J'ai dit non parce que 30 000 $, c'est une somme considérable, près d'un quart de toutes les économies que j'avais travaillé si dur à constituer. Mais la principale raison était la suivante, au cours des 3 dernières années, Harper m'avait emprunté de l'argent à 3 reprises, pour un total de 2 000 $, et elle n'avait pas remboursé un seul centime. D'abord, c'était 5 cents $ pour des réparations urgentes de voiture, puis 8 cents $ pour un cours de marketing, et enfin 7 cents $ parce qu'elle avait temporairement des difficultés. Chaque fois, elle promettait de me rembourser dans les 2 semaines. Elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai refusé, mon père a arrêté de manger, a claqué sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Tu dois prêter l'argent à Harper. La famille s'entraide. Malgré son ton autoritaire, je suis resté calme et j'ai répondu, mais je n'ai vraiment pas ce genre d'argent, papa. Je pensais que ma réponse ferme suffirait à mettre fin à la discussion. J'avais tort. Maman s'est immédiatement interposée. Elle m'a jeté un regard suspicieux et a demandé, « Ton salaire n'est pas bas. Tu ne paies que 1 000 $ par mois pour les dépenses. Où est le reste de ton argent? Selon mes calculs, tu as économisé au moins 50 000 $ maintenant. » Ce genre de fouille dans mes finances personnelles me mettait mal à l'aise. J'ai toujours détesté que les gens fouillent dans ma vie privée et dans la façon dont je dépense mon argent, même si c'est ma famille. Après quelques secondes à retenir mes pensées, j'ai répondu logiquement, « Tu as raison. J'ai économisé de l'argent, mais le salaire de Harper n'est pas inférieur au mien, et elle récupère 1 000 $ de ta part tous les mois, alors où est son argent? » Au moment où j'ai fini de parler, le visage de mon père est devenu rouge de rage. Il a grogné, « Tu n'as pas le droit de nous interroger. Surveille tes paroles. » J'ai décidé de ne pas poursuivre la discussion parce qu'il avait complètement perdu le contrôle, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais qu'il était inutile de raisonner avec des gens qui ne pouvaient pas rester calmes dans une conversation. Alors Harper s'est jointe à nous doucement, comme si elle essayait d'apaiser les choses. « Si tu ne veux pas me le prêter, au moins prête-le avec des intérêts. Je te rembourserai au taux bancaire. » Dès qu'Harper a mentionné les intérêts, maman a sauté sur l'idée. « Tu vois, elle te paiera des intérêts.
Cela t'est bénéfique aussi. Mais je suis resté ferme. Peu importe la logique qu'il me lançait, peu importe les promesses qui étaient faites. Finalement, je me suis levé de table et j'ai décidé que c'était la fin de la conversation. Avant de quitter la salle à manger, je me suis tourné vers Harper et j'ai dit clairement, si tu veux que je te prête de l'argent avec des intérêts, alors rembourse d'abord les $2000 que tu me dois avec des intérêts pour les 3 dernières années. Mes mots ont frappé comme une bombe. Papa a explosé à nouveau, criant, comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? À ce moment-là, je n'avais plus d'énergie pour répondre. Fatigué de tout ce drame familial, je suis monté tranquillement dans ma chambre. Juste après avoir fermé la porte de ma chambre, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon compte bancaire. Le montant, $126 300, tout ce que j'avais économisé pendant 3 ans de dur labeur, était toujours là, clairement affiché sur l'application. Mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ils n'allaient pas laisser les choses en rester là une fois qu'ils auraient réalisé combien d'argent j'avais. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de protéger mes économies en plaçant $120 000 dans un dépôt à terme en ligne de 3 mois. Lorsque l'application bancaire a confirmé que le dépôt avait été effectué, j'ai finalement ressenti un peu de soulagement. Au moins, cet argent serait en sécurité pendant les 3 prochains mois. Mais il y avait une chose que je n'avais pas vue venir. Après ce dîner, toute l'atmosphère dans la maison a changé. Ils ont commencé à utiliser une stratégie de silence contre moi. Personne dans la maison ne m'a adressé la parole. Au dîner, si j'entrais dans la salle à manger, tout le monde se levait et partait. Il y avait des soirs où ils étaient déjà assis à manger, et au moment où ils me voyaient descendre, ils se levaient et partaient, allant plutôt manger dans un restaurant. Ce comportement enfantin était émotionnellement douloureux et, honnêtement, ridicule. Ils avaient près de 50 ans, mais ils se comportaient comme des enfants boudeurs qui piquent une crise. Je pensais que leur mesquinerie se limiterait à m'ignorer et à éviter les interactions, mais j'avais sous-estimé à quel point ils pouvaient être cruels. Ils sont allés beaucoup plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Ils m'ont mis à la porte de la maison avec un mot disant « Nous ne sommes plus une famille ». Assis sur les marches froides du perron avec mes 3 valises à côté de moi, j'ai ressenti un profond sentiment d'amertume envers les personnes que j'avais autrefois aimées et en qui j'avais le plus confiance au monde. Environ 20 minutes plus tard, alors que j'étais toujours assis impuissant sur le porche, l'esprit en ébullition, la Honda CR-V argentée de mes parents est lentement entrée dans le garage. Voyant que je n'étais pas encore parti, mon père est sorti de la voiture avec un visage froid comme la pierre. Il m'a regardé et a crié « Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux que j'appelle les flics ?» À ce moment-là, je n'ai plus ressenti le besoin de me retenir ou d'essayer de préserver ce qui restait de notre soi-disant relation familiale. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit fermement « Vas-y, appelle-les, mais tu dois savoir que tu m'expulses illégalement. En vertu de la loi de l'Illinois, j'ai tout à fait le droit de rester dans cette maison pendant encore 30 jours. » Il a laissé échapper un rire froid et a répondu « Fais comme tu veux, mais si tu restes 30 jours de plus, je te promets qu'il y aura 30 jours que tu n'oublieras jamais. » Cette menace à peine voilée a fait bouillir mon sang. J'ai répliqué « Est-ce une menace, papa ?» Il a secoué la tête d'un air absent et a dit « Je ne menace personne, mais tu serais bien avisé de partir tout de suite. Nous ne sommes plus une famille. » Ces mots cruels et définitifs m'ont fait examiner attentivement la situation. Il n'avait pas tort. Légalement, je pouvais rester, mais finalement, je devrais partir, et traîner les choses en longueur ne ferait qu'entraîner plus de douleur et de drame inutiles. Il valait mieux tout arrêter là. 2 minutes plus tard, réalisant qu'il ne servait à rien de faire monter les enchères, je suis allé à ma voiture et j'ai ouvert le coffre. Une par une, j'ai chargé mes valises à l'intérieur. Je les ai regardées une dernière fois avant de monter et de partir pour de bon. J'ai sorti de ma poche le mot que mon père avait écrit, je l'ai tenu devant eux et j'ai dit, je veux que vous vous souveniez tous les deux de ce mot. À partir de maintenant, c'est complètement fini entre nous. Ils sont restés là en silence. Aucun d'eux n'a dit un mot. Alors que je démarrais le moteur et que je sortais du garage, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La dernière image que j'ai vue était celle de mes parents rentrant dans la maison, froids et sans émotion, sans le moindre soupçon de regret ou d'hésitation quant à l'abandon de leur fils. Alors que la voiture s'éloignait de la rue familière où j'avais grandi, je me suis fait une promesse, ne jamais oublier ce jour, le jour où j'ai appris la vérité la plus douloureuse sur les personnes en qui j'avais autrefois le plus confiance au monde. Après avoir quitté leur maison, je ne voulais pas me rendre directement dans un hôtel. Au lieu de cela, j'ai décidé de m'arrêter au Deli Grain,
un petit café confortable au coin de Lincoln, celui que je fréquentais habituellement les soirs de week-end. Dès que je suis entré dans l'espace chaleureux rempli de l'odeur riche du café et de la douce lumière ambrée, une voix familière a crié « Andrew ». Je me suis retourné pour voir qui c'était, et à ma grande surprise, c'était Victor, mon cousin, assis à une table d'angle avec une tasse de café devant lui. Il m'a fait signe avec enthousiasme. Victor, 26 ans, venait de rentrer à Chicago de Londres après avoir travaillé dans une société de conseil financier pendant 2 ans. Lui et moi avions toujours été proches dans ce genre de lien familial stable, sans avoir besoin de s'appeler tous les jours. Nous n'avions pas besoin de nous parler tout le temps, mais chaque fois que nous nous rencontrions, nous pouvions continuer pendant des heures comme si le temps n'avait pas passé. Après les salutations, je me suis assis en face de lui, j'ai commandé un café noir, et nous avons commencé à nous raconter nos vies. Après avoir parlé un peu de son travail à Londres et de ce qu'il avait ramené à Chicago, Victor a ramené la conversation sur moi. Il était évident d'après mon visage que quelque chose n'allait pas. Après quelques questions insistantes, je me suis ouvert et je lui ai tout raconté, de la demande d'emprunt d'argent de Harper, la dispute à table, à la scène avec les 3 valises et cette note brutale sur le porche. Victor a écouté pendant les 20 minutes sans interrompre une seule fois. Ses yeux sont restés fixés sur moi, ses sourcils se sont parfois froncés à certains des détails les plus durs. Quand j'ai fini de lui raconter toute l'histoire, il a finalement parlé, sa voix serrée par la colère. Ils sont d'une cruauté inouïe. Honnêtement, ils sont pires que des animaux. Cela m'a fait rire. Nous sommes restés à parler pendant 1 heure de plus de tout, des projets de Victor à l'état du marché immobilier à Chicago. Alors que nous étions sur le point de partir, Victor m'a regardé avec une sincère inquiétude et a dit « Andrew, viens passer la nuit chez moi. Au moins, passe une bonne nuit de sommeil sans avoir à gaspiller de l'argent dans un hôtel. » Bien que j'apprécie l'offre, j'ai doucement secoué la tête et j'ai répondu « Merci, Victor, mais je pense que j'ai besoin d'un peu de temps seul pour réfléchir. Tout ira bien. » Sachant qu'il ne pouvait pas me faire changer d'avis, Victor a dit au revoir. Nous nous sommes séparés, promettant d'aller bientôt dans un bar et de passer une bonne soirée. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel près du centre-ville de Chicago, allongé sur le lit dur sous la fine couverture de l'hôtel. Je n'arrivais pas à m'endormir. Mon esprit était envahi d'images du passé, de souvenirs du favoritisme flagrant que mes parents avaient montré à Harper au fil des ans. Je me souviens que, quand nous étions enfants, Harper recevait toujours des cadeaux d'anniversaire et de Noël coûteux. Moi, en revanche, je recevais les moins chers. Chaque fois que je demandais pourquoi, mes parents avaient toujours la même réponse, les filles ont besoin d'être plus gâtées. Tu es un garçon. Tu dois apprendre à être fort dès ton plus jeune âge. Les différences étaient encore plus évidentes lorsque nous étions au lycée. Papa a payé pour qu'Harper assiste à des camps artistiques, prenne des cours de piano et participe à des programmes de tutorat coûteux. Pendant ce temps, je n'ai rien eu de tout cela. Chaque fois que je mentionnais avoir besoin d'aide, la réponse était toujours « Tu es un garçon. Tu dois te débrouiller seul. » Quand est venu le moment d'aller à l'université, j'ai dû contracter des prêts étudiants et travailler à temps partiel pour payer les frais de scolarité et les frais de subsistance. En revanche, Harper couvrait tout, ses frais de scolarité, ses frais de subsistance mensuels et même de l'argent pour faire du shopping et sortir avec des amis. Me souvenir de tout cela me remplissait d'un profond ressentiment envers eux. Pourtant, tout le monde dans la famille ne me traitait pas de cette façon. Certaines personnes m'aimaient et se souciaient vraiment de moi, mon grand-père, James, mon oncle, Jordan, le frère cadet de papa, et tante Naomi, la femme de Jordan. Ils me défendaient toujours lorsque le favoritisme de mes parents devenait trop évident. Ils exhortaient mes parents à traiter leurs 2 enfants plus équitablement, mais ces efforts étaient toujours écartés. Il y a même eu une fois où l'oncle Jordan a confronté mon père au sujet du fait que je devais contracter des prêts pour l'université alors qu'Harper bénéficiait d'un soutien financier complet. Papa a craqué. Il a presque frappé Jordan et a crié qu'il agissait de manière supérieure et qu'il s'immisçait dans les affaires de sa famille. Après cet incident, plus personne n'a confronté mes parents directement. Au lieu de cela, ils ont essayé de se faire pardonner discrètement. Grand-père James me donnait souvent de l'argent lorsqu'il me rendait visite, me rappelant constamment de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. L'oncle Jordan m'achetait des cadeaux lors d'occasions spéciales ou m'emmenait dîner pour parler et voir comment j'allais. Même si j'avais été maltraité chez moi, je me sentais toujours chanceux. Au moins, certaines personnes m'aimaient vraiment et voyaient ma valeur. Leurs soins étaient comme de petits rayons de lumière chaude dans certains de mes jours les plus sombres.
Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'hôtel froide et inconnue après tout ce qui venait de se passer, j'ai eu envie d'appeler l'oncle Jordan au grand-père James pour parler, pour trouver du réconfort. Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne voulais pas les inquiéter ou susciter davantage de drames familiaux. En fin de compte, j'ai choisi de rester silencieux et d'affronter la tempête tout seul. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme je le faisais toujours. Au bureau, j'ai essayé de rester concentré sur la vente de voitures, faisant de mon mieux pour ne pas laisser les problèmes personnels affecter mes performances. Pendant ma pause déjeuner d'1 heure, j'ai cherché des appartements près de la concession sur Zillow et appartements.com. Plus tard cet après-midi, après la fin de mon service, j'ai visité quelques annonces que j'avais enregistrées plus tôt. Le premier endroit était à Lincoln Park, $1100 par mois, mais il était trop petit et sombre. Le deuxième à Logan Square était plus spacieux, mais il était au rez-de-chaussée avec des fenêtres donnant directement sur une benne à ordures. Le dernier que j'ai visité à Wicker Park était très bien situé, mais le loyer était de $1600, bien au-dessus du budget que j'avais fixé. Les jours 2 et 3 se sont déroulés à peu près de la même manière. J'ai visité quelques autres endroits, mais aucun ne me plaisait vraiment. Puis, après 3 jours de recherche non-stop, la chance s'est enfin présentée. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à Bucktown, pas trop loin du travail, avec un petit balcon donnant sur un parc. Et le meilleur de tout, le loyer n'était que de $1200 par mois. L'unité était au 2e étage d'un immeuble de 3 étages, avait beaucoup de lumière naturelle et offrait un espace confortable pour quelqu'un vivant seul. Ne voulant pas risquer de le perdre, j'ai contacté le propriétaire immédiatement, rempli tous les papiers, payé la caution et le loyer du premier mois afin de pouvoir emménager dès que possible. Et juste comme ça, après 3 nuits à faire la navette entre les chambres d'hôtel, j'avais enfin un endroit que je pouvais appeler le mien. Après m'être installé dans mon nouvel appartement, je suis allé rendre visite à mon grand-père. C'était une routine que je suivais depuis des années, tous les week-ends sans faute. Sa maison à 2 étages à Oak Park, avec son petit jardin plein de roses et d'arbres d'ornement, avait toujours été l'endroit qui m'apportait la paix. Lors de cette première visite après avoir été mis à la porte de la maison de mes parents, j'ai essayé d'agir comme si de rien n'était. Nous nous sommes assis sur le porche arrière en sirotant du thé et en discutant du travail et de la vie quotidienne. Mais les yeux perçants de mon grand-père, des yeux qui avaient vu 75 ans de vie, ont semblé remarquer que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'allais partir, il m'a regardé attentivement et a demandé « Andrew, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Sa voix était pleine d'inquiétude et d'affection tranquille. Pris au dépourvu, j'ai rapidement secoué la tête et j'ai souri « Non, grand-père. Tout va bien. » Je lui ai tout caché parce que je ne voulais pas le charger de drames familiaux. Il vieillissait et sa santé comptait plus que tout le reste. Il a écouté ma réponse et a fait un lent signe de tête. Il n'a pas insisté, n'a pas cherché à en savoir plus. Je pensais avoir réussi à lui cacher la vérité, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il savait déjà tout. Et quelques jours plus tard, pour son 75e anniversaire, mes parents et ma sœur recevraient une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. 1 mois après avoir déménagé et m'être installé dans ma nouvelle vie, le 75e anniversaire de mon grand-père est arrivé. Lors de nos visites précédentes, il m'avait rappelé à plusieurs reprises, presque avec insistance, que je devais être là pour ce jour spécial. Pour lui, ce n'était pas seulement un jalon d'âge, mais une rare occasion pour toute la famille d'être réunie. Même si je savais que venir signifiait que je devrais affronter mon père, ma mère et ma sœur, les personnes même qui m'avaient si cruellement rejeté, j'ai quand même décidé d'y aller. Je ne voulais pas décevoir mon grand-père. L'amour qu'il m'avait témoigné au fil des ans valait la peine de surmonter mon inconfort. J'avais passé beaucoup de temps à chercher le cadeau parfait. Finalement, j'ai choisi une épaisse veste bleu marine doublée de sherpa doux et chaud à l'intérieur. L'hiver brutal de Chicago approchant à grands pas, je voulais qu'il se sente plus au chaud avec quelque chose de significatif et venant du cœur. Vers 18 heures, j'ai conduit jusqu'à sa maison familière. En franchissant la porte d'entrée, j'ai vu que le reste de ma famille s'était déjà réuni dans le salon. Ils étaient assis sur le canapé, mais aucun d'eux ne m'a regardé. C'était comme si je n'existais pas. Pas de salutations, pas de questions sur la façon dont j'allais depuis le mois où il m'avait mis à la porte. Mon père a été le premier à briser le silence tendu. Il m'a regardé froidement et a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai choisi de ne pas répondre à cette question chargée. Je l'ai calmement dépassée sans un mot. C'est alors que l'oncle Jordan, le père de Victor,
a pris la parole avec son ton chaleureux et sincère habituel. Ça fait un bail, Andrew. Comment vas-tu? Sentant la sincère inquiétude dans sa voix, je me suis tourné vers lui et j'ai répondu, je vais bien. Merci de demander, oncle Jordan. Victor, assis à côté de lui, s'est levé et m'a donné une forte accolade. Je la lui ai rendue avec un respect égal. À ce moment-là, la gentillesse et le soutien de la famille de l'oncle Jordan m'ont procuré un sentiment de réconfort que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Juste après les salutations, grand-père est venu de la cuisine et est entré dans le salon. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. Je l'ai rapidement salué et je lui ai remis la boîte cadeau que j'avais soigneusement emballée. Il a pris la boîte avec son sourire chaleureux caractéristique, m'a remercié sincèrement et a invité tout le monde à la table à manger pour commencer le repas. Grand-père a toujours été un homme qui a valorisé la famille par-dessus tout. Il aimait nous avoir ensemble, alors sa fête d'anniversaire était simple, juste la famille proche, pas de voisins ou d'amis de l'extérieur. Une fois que tout le monde s'était installé autour de la grande table à manger avec des assiettes de nourriture délicieuse soigneusement disposées devant nous, grand-père s'est soudainement levé. Il s'est doucement tapoté le front comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'important, puis a dit, j'ai presque oublié. J'ai des cadeaux pour vous tous. Sans un mot de plus, il est sorti de la salle à manger et s'est dirigé vers sa chambre pour récupérer les cadeaux qu'il avait préparés. Mes parents et Harper se sont redressés lorsqu'il a mentionné les cadeaux, bavardant avec enthousiasme. Leurs yeux se sont illuminés d'anticipation, et l'énergie à l'extrémité de la table s'est transformée en un bourdonnement d'enthousiasme bruyant. Mon père, avec un ton confiant, a deviné, ce doit être ces bouteilles coûteuses de whisky écossais qu'il collectionne. Ma mère a secoué la tête et a exprimé son désaccord. Non, je pense qu'il va nous donner quelques milliers à chacun. Harper, un peu plus brutal et égocentrique, a dit, je me fiche de ce que c'est, tant que c'est cher. J'ai encore besoin d'argent pour ce café. Ils ont continué à lancer des prédictions, à rire et à discuter de ce qu'ils feraient avec les cadeaux, des cadeaux qu'ils n'avaient pas encore vus. Leur empressement était tellement excessif que cela me mettait mal à l'aise. En revanche, le côté de la table de l'oncle Jordan, lui, tante Naomi et Victor, est resté silencieux. Ils n'ont pas participé à la conversation sur les cadeaux. Ils ont attendu patiemment et respectueusement le retour de grand-père, ne montrant aucun sentiment de droit ou d'avidité. Environ 2 minutes plus tard, grand-père est revenu dans la salle à manger en tenant 3 boîtes cadeaux soigneusement emballées. Il les a posées sur la table et a annoncé, aujourd'hui, seuls Denny, Victoria et Harper recevront des cadeaux. Les 3, mon père, ma mère et Harper, ont crié de joie, comme des enfants à qui on promet un voyage au parc d'attractions. Ils ne se sont pas arrêtés pour penser aux sentiments des autres, pas même une seconde. Ils ne se souciaient pas du fait que la famille de l'oncle Jordan ne recevait rien. Mon père s'est même tourné vers l'oncle Jordan avec un regard suffisant et a dit, « Jordan, qu'est-ce que ta famille a fait pour que papa ne te donne rien ?» Le sarcasme et l'arrogance dégoulinaient de sa voix. Après cette remarque suffisante, ils ont attrapé avec empressement leur boîte, se souriant joyeusement et fièrement. Leur visage rayonnait de satisfaction, ignorant totalement que ces boîtes même auxquelles ils s'accrochaient se transformeraient en gifles brutales de réalité dans quelques minutes à peine. Alors qu'ils rayonnaient encore sur les cadeaux non ouverts dans leurs mains, grand-père les a regardés avec un sourire mystérieux et a dit, « Allez-y, ouvrez-les. Il y a une surprise qui vous attend. » Sans hésitation, les 3 ont déchiré le papier d'emballage comme des enfants le matin de Noël. Le bruit du papier qui se déchire a rempli la salle à manger, mais en moins d'1 minute, leur excitation a disparu. Leurs expressions sont passées d'une anticipation enthousiaste à la confusion, puis à la rage pure. À l'intérieur de chaque boîte, il n'y avait pas de cadeau réel, juste une seule note manuscrite de grand-père. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a failli basculer. Son visage a rougi de fureur. Il a crié à grand-père, « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Harper et ma mère sont restées figées, silencieuses, mais visiblement furieuses. Leurs mains serraient fermement les notes, frémissant d'émotion. Grand-père, en revanche, a répondu avec un calme presque inquiétant. « Je vous ai juste fait le même cadeau que vous avez fait à Andrew. » À ce moment-là, je me suis penché en avant pour apercevoir les papiers qu'il tenait. Et au moment où j'ai vu les mots familiers, mon cœur s'est presque arrêté. Chacune des 3 notes disait la même chose, par. Nous ne sommes plus une famille. Mon père, ne voulant pas céder, a rapidement essayé de se justifier. Il a rétorqué, « J'ai mis Andrew à la porte parce qu'il a refusé d'aider la famille. Tu as toujours dit que la famille devait se soutenir mutuellement.
Je suivais ce que tu m'as appris. Grand-père a hoché la tête lentement et a dit, c'est vrai, et je fais de même maintenant. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 25 ans. Toute la pièce est tombée dans un silence étrange. Mon père a plissé les yeux, essayant de chercher dans sa mémoire quelque chose du passé lointain. Après près d'une minute, toujours confus, il a demandé, que s'est-il passé? Cette fois, l'oncle Jordan s'est levé. Il a regardé mon père droit dans les yeux et a dit lentement et clairement, il y a 25 ans, lorsque j'avais besoin de $3000 pour couvrir l'accouchement de Naomi pour Victor, tu avais près de $50 000 d'économie, mais tu as refusé de me prêter un sou. Tu te souviens de ça? Mon père était visiblement ébranlé. Son visage est devenu pâle. Il a balbutié, j'économisais pour racheter une maison. Alors grand-père a croisé son regard et a dit, je ne t'en ai pas voulu. Je ne t'ai pas tenu rigueur. Alors, pourquoi as-tu fait ça à Andrew? À ce moment-là, mon père n'avait plus d'arguments. Il est resté là comme un homme pris la main dans le sac. Grand-père l'a regardé fixement pendant quelques longues secondes, puis a posé la question décisive, Denny, qu'est-ce qui est le plus important, que Jordan ait besoin d'argent pour mettre Victor au monde ou Carper ait besoin d'argent pour ouvrir un café? Une fois de plus, mon père n'a pas eu de réponse. Silence. Près d'une minute s'est écoulée avant que grand-père ne frappe si fort sur la table que les assiettes et les verres ont tressailli. Il a crié, Denny, réponds-moi. Tout le monde à table a sursauté. Aucun d'entre nous n'avait jamais vu grand-père aussi en colère auparavant. Mon père, secoué et balbutiant, a finalement marmonné, Victor. Victor était plus important. Grand-père a rétorqué, plus fort. Je suis vieux. Mon audition n'est plus ce qu'elle était. Maintenant tremblant, mon père a élevé la voix. Victor était plus important, monsieur. Grand-père a fait un lent signe de tête satisfait, comme s'il attendait ces mots depuis des années. Puis, sans hésitation, il les a regardés tous les trois et a déclaré, partez. Nous ne sommes plus une famille. Ma mère et Harper étaient maintenant spectralement pâles. La voix de ma mère tremblait alors qu'elle suppliait, s'il te plaît, papa, ne nous fais pas ça. Mais grand-père l'a coupé. Il s'est tourné pour la regarder et a demandé, quand Andrew a imploré une chance, lui en as-tu donné une? Une fois de plus, silence. Personne n'avait de réponse. Et puis grand-père a fait l'annonce la plus choquante de la soirée. Il a parlé clairement pour que tout le monde puisse entendre. À partir d'aujourd'hui, le testament est modifié. Denny, Victoria et Harper sont supprimés. Andrew héritera de tout. Nous avons tous figé. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Une fois de plus, mon père a éclaté, cette fois de désespoir, tu ne peux pas faire ça, papa. Grand-père s'est calmement tourné vers l'oncle Jordan et a dit, Jordan, appelle la police. L'oncle Jordan a hoché la tête, comprenant parfaitement ce que grand-père voulait dire, et a sorti son téléphone pour composer le 911. Voyant à quel point les choses étaient devenues sérieuses, ma mère et Harper se sont précipités pour relever mon père de son siège. Tous les trois se sont précipités vers la porte. Mais avant de partir, mon père s'est retourné une dernière fois et a crié, vous le regretterez un jour. Grand-père n'a pas bronché. Il est resté assis, les regardant partir avec des yeux qui ne contenaient même pas une once de regret. Lorsque le bruit de leur voiture s'est estompé au loin, la pièce est tombée dans un silence total. Je suis resté assis là, essayant toujours de comprendre tout ce qui venait de se passer au cours des 30 dernières minutes, une soirée qui avait complètement changé le cours de l'avenir de notre famille. Après leur départ, toujours en colère et humilié, il a fallu une bonne quinzaine de minutes avant que la tension dans la salle à manger ne s'estompe finalement. Ce n'est qu'alors que le dîner d'anniversaire de grand-père a retrouvé l'atmosphère chaleureuse et joyeuse qu'il était censé avoir. En regardant grand-père, maintenant calmement assis avec une expression paisible, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ma gratitude. Je l'ai regardé et j'ai dit, merci de m'avoir défendu comme ça. Mais quand as-tu tout découvert? Il n'était plus contrarié ni tendu. Il a répondu avec un doux sourire, depuis le jour où tu t'es fait mettre à la porte, Victor m'a raconté toute l'histoire. En entendant cela, je me suis immédiatement tourné vers Victor avec un regard plein de gratitude. Merci d'avoir fait ça, ai-je dit sincèrement. Victor a hoché la tête avec un sourire chaleureux. Il n'a rien dit, mais le regard dans ses yeux en disait long, le genre de lien silencieux et inébranlable que seule une vraie famille partage. La famille de l'oncle Jordan et moi avons chanté joyeux anniversaire pour grand-père afin d'alléger l'atmosphère.
Même si mes parents et Harper n'étaient pas là, d'une manière ou d'une autre, la pièce semblait encore plus confortable et joyeuse sans eux. Nous avons parlé, nous avons ri et nous avons apprécié la délicieuse nourriture que grand-père avait préparée. Il n'y avait plus de silence tendu, de remarques cruelles ou de regards haineux. Après la fête, je suis retourné dans mon appartement loué, le cœur rempli de gratitude envers mon grand-père. Il m'avait défendu, et il avait donné aux personnes qui m'avaient opprimé une leçon qu'il n'oublierait jamais. Assis seul dans mon petit appartement, je me suis fait une promesse silencieuse, je prendrai bien soin de grand-père pendant toutes les années qu'il lui reste. Après ce dîner d'anniversaire dramatique, c'était comme si mes parents et Harper avaient disparu de nos vies. Ils ont cessé de se présenter à tous les rassemblements familiaux. Pas d'appels, de textos ou de tentatives de nous contacter. Pendant ce temps, j'ai continué à passer du temps avec grand-père, la famille de l'oncle Jordan et Victor. Nous avons gardé notre tradition de lui rendre visite chaque week-end, partageant des soirées chaleureuses, préparant des repas, parlant, riant et profitant simplement du confort de cette maison familière. Je croyais vraiment que ma vie avait enfin atteint la paix et la stabilité après avoir coupé les ponts avec mes parents, mais le destin avait d'autres plans. En décembre 2024, lors d'un examen de routine, grand-père a été diagnostiqué avec un cancer du poumon en phase terminale. Le médecin a dit qu'il lui restait au maximum 8 mois à vivre, et peut-être moins si sa santé déclinait rapidement. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous étions tous dévastés, mais grand-père était le plus calme de nous tous. Il nous a consolés avec des mots doux et positifs et nous a rappelé que 8 mois étaient encore suffisants pour créer des souvenirs, partager de l'amour et dire tout ce que nous devions dire. À partir de ce moment-là, nous nous sommes donnés pour mission de passer plus de temps avec lui. Nous avons commencé à tour à passer la nuit chez lui pour l'aider à prendre soin de lui. Nous sommes devenus encore plus présents, plus intentionnels, sachant que le temps était compté. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce qui m'a rempli à la fois de tristesse et de fureur, c'est la réaction froide et sans cœur de mon père à la nouvelle. Un mois après avoir appris la maladie de grand-père, j'ai décidé de retourner à la maison où j'ai grandi. Je voulais parler à mes parents face à face de l'état de grand-père, en espérant, juste en espérant, qu'il leur resterait assez de décence pour lui rendre visite avant qu'il ne soit trop tard. Après quelques sonneries, mon père est venu à la porte. Quand il m'a vu debout sur le porche, il a immédiatement essayé de me claquer la porte au nez, mais j'ai rapidement pris la parole. Écoute-moi juste une seconde. Grand-père a un cancer du poumon. Il ne lui reste que quelques mois. Il s'est arrêté, puis au lieu de montrer de l'inquiétude ou de la tristesse, il a ricané cruellement et a dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang, bien fait pour lui. Quand j'ai partagé ce qui s'était passé avec la famille de l'oncle Jordan, il était tellement furieux qu'il a failli aller affronter mon père et lui donner une leçon. Heureusement, Victor, tante Naomi et moi l'avons calmé avant que les choses n'aillent trop loin. Finalement, nous avons convenu de ne pas parler à grand-père de la réaction de mon père. Même dans ces derniers mois, grand-père mentionnait occasionnellement le nom de mon père avec un regard silencieux de nostalgie dans ses yeux, une trace de regret qu'il n'a jamais exprimé à voix haute. Et puis est venu le jour le plus triste de ma vie, le jour que j'ai toujours su arriverait, mais auquel je ne pourrais jamais vraiment être prêt. Ce jour-là, après un long et épuisant service au travail, je suis allé directement à l'hôpital. C'était à mon tour de passer la nuit avec grand-père, dans le cadre du programme que nous avions soigneusement créé avec la famille de l'oncle Jordan pour nous assurer qu'il ne soit jamais seul, pas une seule nuit. Grand-père était hospitalisé depuis une semaine en raison de sa santé qui se détériorait rapidement. Son corps était devenu frêle, sa peau était devenue grise, et même respirer était devenu une lutte visible. Les médecins nous avaient déjà avertis que son temps était compté. Cette nuit-là, juste avant 22 heures, grand-père a doucement touché ma main avec un peu de force qui lui restait, lourde de fatigue. Ses yeux m'ont regardé et ont dit, « Andrew, appelle Jordan et sa famille maintenant. » J'ai tout de suite compris ce que cela signifiait, ce pourrait être ses dernières heures. Ma voix tremblait alors que j'appelais l'oncle Jordan et que je lui expliquais ce qui se passait. En 30 minutes, l'oncle Jordan, tante Naomi et Victor sont arrivés à l'hôpital, leurs visages remplis d'inquiétude et d'acceptation silencieuse de ce qui allait arriver. D'une voix faible mais toujours claire, grand-père a commencé à nous parler à chacun de nous un par un, comme s'il se préparait à dire au revoir. À l'oncle Jordan, il a dit, « Jordan, tu dois apprendre à contrôler ton tempérament. Ne laisse pas tes émotions prendre tes décisions à ta place. » Puis il s'est tourné vers tante Naomi. « Naomi, prends mieux soin de ta santé. Ne t'oublie pas en prenant soin de tout le monde. » À Victor, il a offert un sourire faible mais affectueux et a dit, « Victor, tu es un homme adulte maintenant.
Il est temps de commencer à penser à te caser, à fonder ta propre famille. Enfin, il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis d'amour et de fierté alors qu'il disait, « Tu es le petit-fils dont je suis le plus fier. Si tu peux pardonner à tes parents, ne porte pas la haine en toi pour le reste de ta vie. Mais souviens-toi, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonne, mais fixe des limites. Protège-toi. » En entendant ces derniers mots, je n'ai plus pu retenir mes larmes. Elles coulaient sur mon visage alors que je serrais sa main, essayant d'absorber chaque once de chaleur de l'homme qui m'avait aimé inconditionnellement. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, grand-père m'a murmuré, « Andrew, dis à Denny, Victoria et Harper que je leur ai pardonné et dis-leur qu'il me manque. » Juste après cela, le moniteur cardiaque a émis une tonalité longue et constante, plate, sèche, finale. Grand-père est décédé dans mes bras en paix, entouré des personnes qu'il aimait vraiment. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans la pièce, faisant tout ce qu'ils pouvaient dans un dernier effort pour le faire revenir, mais rien ne pouvait nous le rendre, peu importe leurs efforts. Dans le couloir froid de l'hôpital, tante Naomi s'est accrochée à l'oncle Jordan, pleurant comme un enfant. Victor et moi nous sommes tenus à l'écart, chacun perdu dans son coin du couloir, laissant nos larmes couler en silence. Nous ressentions tous la même profonde tristesse et la même perte. Nous savions sans aucun doute qu'à partir de ce moment-là, nous ne tiendrions plus jamais la main chaude de grand-père, n'entendrions plus son rire doux, ni n'enroulerions nos bras autour de lui ne serait-ce qu'une seule fois. 3 jours après le décès de grand-père, les funérailles ont eu lieu dans une église. L'affluence était écrasante. Des amis, des voisins, d'anciens collègues et d'innombrables autres personnes qui avaient connu grand-père sont venus lui dire leurs derniers adieux, parlant d'un homme gentil qui avait toujours été prêt à aider les autres, quoi qu'il arrive. Même si l'oncle Jordan avait personnellement appelé pour informer mes parents et Harper de l'heure et du lieu du service, ils ne se sont jamais présentés. Leur absence en un jour aussi important nous a apporté une vague de tristesse et de profonde déception. Déterminés à leur donner une dernière chance, l'oncle Jordan et Victor se sont même rendus chez eux ce matin-là, espérant que malgré tous les conflits passés, la mort de l'homme qui nous avait élevés ramènerait un certain sens de l'humanité en eux. Mais mon père leur a claqué la porte au nez, refusant de les laisser terminer une phrase. À ce moment-là, il est devenu douloureusement clair, l'amertume et la fierté avaient complètement étouffé tout autre sentiment dans son cœur. Mon père avait permis à l'ego et au ressentiment de triompher de la famille, de l'amour, voire de la mort. Debout à la tombe de grand-père ce jour-là, regardant le cercueil s'abaisser lentement dans le sol, j'ai ressenti une tristesse bien plus profonde que le chagrin. Il ne s'agissait pas seulement de perdre l'homme que j'aimais le plus. C'était la réalisation que ma famille s'était brisée au-delà de toute réparation. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de retour en arrière. Après avoir mis grand-père au repos, même si le chagrin pesait encore lourdement sur nos cœurs, nous savions que nous devions essayer de reprendre notre vie quotidienne. Pourtant, pour garder sa mémoire vivante, nous nous réunissions régulièrement dans sa maison familière tous les week-ends. Nous préparions les repas qu'il aimait, nous nous asseyions autour de la vieille table à manger et nous placions sa photo encadrée à la place d'honneur. Lors de ces soirées chaleureuses, nous partagions des histoires et des souvenirs de lui, depuis le moment où il a appris à Victor à pêcher, jusqu'aux après-midi tranquilles où il s'asseyait avec moi sur le porche arrière, en sirotant du thé pendant que je me plaignais du travail. Bien qu'il ne soit plus physiquement avec nous, son amour, sa sagesse et les leçons de vie qu'il a laissées derrière lui restaient intensément vivants dans nos cœurs. Il était devenu un phare spirituel, nous guidant encore même en son absence. Et puis, il y a une semaine à peine, un appel téléphonique inattendu de l'avocat Grayson a révélé toute l'étendue du sacrifice de grand-père et de son immense amour pour cette famille. Il s'est avéré que grand-père avait préparé un testament bien avant son décès, et selon le protocole juridique, le contenu ne pouvait être formellement divulgué qu'exactement 30 jours après sa mort. Cet appel a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de notre famille, un chapitre final que grand-père avait soigneusement écrit pour nous laisser des leçons durables sur l'amour, le pardon et la justice. Il y a 2 jours, à 9 heures précises, nous sommes arrivés au cabinet de l'avocat Grayson dans le centre-ville de Chicago pour entendre la lecture du testament de grand-père. En entrant dans le bureau, l'oncle Jordan et moi avons été surpris de voir mes parents et Harper déjà là. Au moment où il les a vus, l'oncle Jordan n'a pas pu retenir ses émotions. Avec un mépris évident, il a dit « Vous ne vous êtes pas présenté quand votre père est mort, mais maintenant qu'il s'agit d'héritage, vous accourez. Vous êtes répugnant. » Mon père, complètement imperturbable et sans honte, a rétorqué sans vergogne, « Qui dans ce monde ne veut pas d'argent ? J'ai tout à fait droit à ma part de l'héritage. »
Cette réponse éhontée a poussé l'oncle Jordan à dépasser ses limites. Il a semblé prêt à se jeter sur mon père dans le bureau de l'avocat. Heureusement, Victor et moi sommes intervenus juste à temps pour le retenir et empêcher que les choses ne dégénèrent en une bagarre générale. Une fois que tout le monde s'est assis et que la tension s'est légèrement apaisée, l'avocat Grayson a ouvert un épais dossier et a commencé à lire le testament d'une voix calme et professionnelle. Dans le testament, grand-père a précisé la division de sa succession comme suit: la maison à 2 étages d'Oak Park, d'une valeur de près d'1 million de dollars, reviendrait entièrement à l'oncle Jordan. Le million de dollars restant en actifs liquides serait divisé de cette façon: je recevrais 500 000 $, mon père et ma mère recevraient chacun 150 000 $, et Harper recevrait 200 000 $. Lorsque l'avocat a fini de lire les allocations, mon père a souri et a dit avec satisfaction: je pensais qu'il nous aurait complètement exclus. Il s'avère que nous repartons encore avec un demi-million. Ce commentaire avide et irrespectueux a poussé l'oncle Jordan à dépasser ses limites. Il s'est jeté en avant et a frappé mon père en plein visage, le faisant tomber au sol. Avant que quiconque puisse réagir, il est monté sur lui et lui a porté plusieurs autres coups. L'avocat Grayson a été témoin de toute la scène, mais étrangement, il n'est pas intervenu pour l'arrêter. Son expression suggérait que, dans une certaine mesure, il comprenait pourquoi cela se produisait. Une fois de plus, Victor, tante Naomi et moi nous sommes précipités pour retirer l'oncle Jordan. Mon père s'est relevé en titubant, le visage contusionné et le nez en sang. Furieux, il a crié: « Je vais te poursuivre pour agression. » Mais l'oncle Jordan est resté calme. Il s'est redressé, a sorti son téléphone et a diffusé une vidéo qu'il avait tranquillement enregistrée à l'hôpital lors des derniers moments de grand-père. Il a monté le volume. Dans la vidéo, la voix faible mais claire de grand-père pouvait être entendue: « Andrew, dis à Denny, Victoria et Harper que je leur ai pardonné et dis-leur qu'il me manque. » Puis est venu le moment final, les yeux de grand-père se sont lentement fermés alors qu'il s'éteignait paisiblement. L'oncle Jordan avait enregistré ce moment pour préserver les derniers mots de grand-père, sans jamais savoir à quel point il deviendrait puissant. Après avoir regardé la vidéo, mes parents et Harper avaient l'air de fantômes. Leurs visages sont devenus pâles. Leurs yeux étaient vides, pleins de honte et de regret. Mais ce n'était pas encore fini. L'avocat Grayson a ensuite sorti 3 enveloppes scellées. Il a expliqué qu'il s'agissait de lettres personnelles que grand-père avait écrites individuellement à mon père, à ma mère et à Harper après avoir été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Je ne sais pas ce que disaient ces lettres, mais je sais que tous les 3 ont été complètement brisés après les avoir lues. Mon père s'est effondré en larmes, criant à travers ses sanglots: « Papa, j'avais tort. Je suis tellement désolé. » Ma mère s'est effondrée sur une chaise, serrant Harper dans ses bras. Les deux ont pleuré inconsolablement. Je ne connais toujours pas les mots exacts que grand-père a écrits dans ces lettres, mais une chose dont je suis sûr, dans les années à venir, ils vivront avec une douleur bien pire que tout ce que l'argent pourrait jamais réparer, la douleur de savoir qu'ils ont abandonné l'homme qui les a aimés le plus. Environ 10 minutes plus tard, sentant qu'il n'y avait plus rien à dire, j'ai quitté tranquillement le bureau avec l'oncle Jordan, tante Naomi et Victor, laissant les autres derrière avec l'avocat Grayson et leurs larmes de regret trop tardifs. Cela fait 2 jours depuis cette lecture émouvante du testament au cabinet de l'avocat Grayson. Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter la tombe de grand-père au cimetière Graceland. Je voulais lui raconter tout ce qui s'était passé et le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour nous. En entrant dans le cimetière avec un bouquet, j'ai été surpris de voir 3 silhouettes familières debout près de sa pierre tombale. C'étaient mes parents et Harper. Ils se tenaient là en silence, semblant parler à grand-père à leur manière silencieuse. Quand ils m'ont vu approcher, ils ont eu l'air surpris. Aucun d'eux n'a établi de contact visuel. C'était comme s'ils avaient honte de tout ce qui s'était passé. Alors qu'ils passaient devant moi, mon père s'est soudainement arrêté. Sans me regarder directement, il a dit doucement, la voix tremblante: « Passe dîner de temps en temps. Tu nous manques. » Puis, tout aussi vite, il s'est retourné et s'est dépêché de suivre ma mère et Harper, presque comme s'il avait peur que, s'il s'attardait, ses émotions ne le trahissent. Je suis resté là et je les ai regardés s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent de ma vue, un tourbillon d'émotions s'élevant en moi. Peut-être, juste peut-être, que les dernières lettres de grand-père avaient vraiment atteint leur cœur. J'ai déposé doucement le bouquet devant sa pierre tombale, puis je me suis assis à côté. J'ai commencé à tout lui raconter, ce qui s'était passé à la lecture du testament, comment mes parents avaient réagi à l'héritage, le coup de poing que l'oncle Jordan avait donné, la dernière vidéo de ses mots, et surtout les lettres qu'il avait laissées derrière lui. Quand j'ai eu fini,
Je suis resté assis là en silence pendant quelques instants. Puis j'ai dit doucement, « Merci pour tout, grand-père. Tu m'as appris à me défendre, mais aussi à pardonner. Je garderai tes paroles avec moi pour toujours. » Juste au moment où ces mots ont quitté mes lèvres, une douce brise a traversé le cimetière, emportant avec elle le parfum léger et sucré des fleurs à proximité. C'était comme une touche chaude, comme s'il était encore avec moi en quelque sorte, me faisant savoir qu'il avait entendu chaque mot. Mon histoire se termine ici. Je ne l'ai pas partagée pour critiquer ou dénigrer ma famille. À travers cette histoire, en particulier le moment au bureau de l'avocat, en regardant mes parents et Harper passer de l'avidité à l'effondrement émotionnel complet après avoir lu les dernières lettres de grand-père, je veux vous offrir un seul conseil, ne vivez pas avec des regrets. Si vous pouvez laisser quelque chose partir, laissez-le partir. Chérissez les personnes qui vous aiment pendant qu'elles sont encore là. Et surtout, chérissez chaque instant que vous vivez lorsque vous savez que leur temps est limité, car une fois qu'ils sont partis, il n'y a pas de seconde chance de réparer les choses. Et avant de terminer, je veux vous laisser avec une question, si un jour votre famille vous disait « Nous ne sommes plus une famille », que feriez-vous? Partiriez-vous en silence comme je l'ai fait, ou resteriez-vous pour vous battre, même si cela signifiait plus de conflits? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment connaître votre point de vue sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire si elle a résonné avec vous. Merci d'être resté avec moi et d'avoir écouté jusqu'à la fin.